avant de parler de ces perspectives de relance, ce que je vous propose, c'est que vous nous racontiez en une phrase comment est-ce que vous avez vécu cette crise, à la fois côté business et puis côté organisation. D'abord, je vous propose côté business. Grégory, par exemple. Alors, moi j'agis dans différents domaines, le service sur certaines boîtes et le logiciel. J'aurais tendance à dire que sur le business, finalement, mais c'est pas un mot, hein, déjà, mais ça a été plus consistant, en fait, plus résilient, en fait, sur le business. Très bien, résilience, on retrouve le mot de Jean-Christophe. Cyril. Oui, en fait, moi, ça a été quand même une météorite qui est tombée sur Terre, je trouve. Ouais. Pour nous, on est passé une situation où on était très très en proximité, très connecté, une situation où on s'est retrouvé très en distance. Et donc, sur le plan RH, malgré tout, ça a été une aventure extraordinaire. On s'est rapproché de nos collaborateurs. C'est vrai pour le software comme pour le service. Et sur le plan business, résilience sur le software aussi, plus difficile sur le service. Voilà. Ouais, donc il vaut mieux être cœur de métier en fait. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Le fait d'être au cœur du métier permet cette résilience. Il faut être cœur de métier avec des business models qui supportent les à-coups, quoi. Et typiquement le SaaS, les abonnements, plus que le service à faible valeur ajoutée. Tu confirmes les chiffres qu'on a pu voir tout à l'heure de l'étude concernant le SaaS et sa capacité à amortir. Oui, c'est une évidence. Ouais. Karine, bonjour, ravie de t'accueillir. Je sais qu'il y avait... Toi, tu avais plutôt une problématique de développement du Newbiz qui était peut-être un petit peu compliquée avec cette crise et cette ambiance tellement particulière qu'il y a pu y avoir pendant le confinement. Oui, parce que nous, on clôturait en mai, donc notre dernier trimestre, 50% de chiffre d'affaires, mars, avril, mai. Donc, en fait, là, on était dans la course. En fait, tout était initié. Les affaires, elles se sont signées parce qu'on était dans l'entrain et dans la continuité. Ça pouvait se faire à distance. Et on a eu un très, très bon trimestre, en fait, parce que c'est plus du cloud aussi. Mais c'est vrai qu'après, pour réinitier des affaires, quand on ne connaît pas les gens, d'appeler, de tomber sur des standards où il n'y a plus personne, il faut avoir les portables des gens, il faut connaître les gens. Et je trouve que créer l'intimité avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, c'était beaucoup plus difficile, surtout que nous, quand on adresse les directions métiers, directions financières, directions RH, on en parlait tout à l'heure, ils étaient dans des problématiques monumentales et d'urgence à gérer. Et donc, les adresser quand on les a jamais rencontrés, c'est là où c'était très compliqué, juste après, je dirais, de juin à août. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû également tous ressentir et vivre. Franck, toi, tu m'as parlé, dès les premiers jours du confinement, de webcasts qui ont été mis en place pour les clients. Nous, notre sujet, on est un cabinet de conseil. Donc, vous imaginez que quand il y a une crise, la première chose qu'on coupe, c'est les conseils. C'est bizarre comme ça. Mauvaise idée. Donc on a 4 métiers, évidemment. On a de la résilience, qu'on a du récurrent, mais on a aussi des missions qui sont quand même très consulting. Et pour autant, notre vrai sujet, c'était de continuer à être en capacité d'interagir avec nos clients. Et ce qu'on s'est dit, c'est la meilleure manière d'interagir, c'est dès le lendemain du confinement, on a commencé à mettre différents webcasts pour interagir. Et c'est des webcasts qui ont réuni 300, 500, 600, 700 personnes. Ça a été très vite, avec des choses très pratiques. Donc nous, on s'est recentré sur les clients. Et, quel genre de thématique il y a eu, par exemple ? Alors, c'était à la fois très comment on gère le chômage partiel. Ouais. c'est bête, mais en fait, ce qu'il faut se remettre dans l'idée qu'on était face à un signe noir, donc bien théorisé par Nassim Nicolas Taleb. Le truc qui arrive, qu'on n'a pas anticipé, qui est d'une puissance extrême. Et la question, c'est est-ce que nos organisations étaient antifragiles ? Est-ce qu'on avait une capacité de résilience ? Et est-ce qu'on avait une capacité de se réinventer. Et donc voilà, donc on avait d'un côté nos clients qui étaient dans l'expectative, et donc on a eu notre rôle qui était plus lié à notre tagline, Building a Better Working World. Donc on a joué notre rôle sociétal en disant à minimum, soyons en interaction avec nos clients, soyons à leur côté. Et donc on a d'abord fait cela, et évidemment en parallèle le sujet était plutôt de soutenir nos collaborateurs qui sont passés en full remote du jour au lendemain, ce qui est moins compliqué dans un cabinet de conseil, mais pour autant ça pose quelques questions de management qui sont pas neutres et qui sont intéressantes. C'était un peu cette histoire de webcast, une autre manière de créer de la proximité qui était un petit peu votre Donc nous on clôture problématique. Nous on clôture au 30 juin. Donc en fait on avait fait la moitié de l'année, mais au-delà de ça, quand vous êtes dans une activité qui nécessite de réamorcer le pipe,
On a beaucoup de missions qui sont arrêtées du jour au lendemain, tout simplement en disant non, il n'y a plus personne. Donc voilà. Donc il faut se réinventer. Et donc on a été se rendre utile. Et puis on s'est serré les coudes. Et puis on a été auprès de nos clients, parce qu'à la fin des fins, un bon conseil, c'est aussi celui qui est près de vous, même quand ça va mal. Surtout quand ça va mal, d'ailleurs. Surtout quand ça va mal. Ouais, c'est vrai, surtout quand ça va mal. Donc voilà, c'était notre rôle un peu. On a basculé, et puis à part en fait les webcasts qui étaient très, très pratico-pratiques, on a aussi donné un peu d'inspiration. On a eu pas mal de webcasts avec des philosophes, avec des historiens, pour rôder de la perspective, parce que, encore une fois, regarder le court terme est assez noir. Donc voilà, on a essayé d'exporter un peu d'optimisme. Prendre un peu de hauteur, sortir de l'urgence dont tu parlais tout à l'heure. Super. Et côté organisation, justement, organisation du travail, quand on a préparé cette table ronde, tu parlais de cette connexion aussi, de la recherche de connexion et de communication avec les collaborateurs. Alors oui, chez Cegid, on a mis, c'était un vrai choc, 3000 collaborateurs à peu près en télétravail en une semaine à peu près. Donc effectivement, ça a nécessité de faire beaucoup de connexions très rapidement avec eux. Donc au niveau de la direction générale, c'était pratiquement une conférence ou un meeting avec tous les collaborateurs et tous les managers, donc 2 conférences par semaine pour bien maintenir le lien. Ça, c'était très important. Ça, c'est inédit. Voilà, c'est inédit. Donc pour revenir à la question business, donc après s'être préoccupé effectivement de la santé de nos collaborateurs, de s'être préoccupé de la continuité de service pour nos clients. Sur la partie business, on a très vite réfléchi pour se concentrer sur ce qu'on pouvait vendre dans ce contexte-là. Et non pas s'éparpiller, mais se concentrer sur les offres qui répondaient bien à la problématique qui se passait. Je peux donner un exemple. Par exemple, on a un marché très important chez Cegid qui est celui d'équiper les experts comptables en outils informatiques. Les experts comptables eux-mêmes en relation avec leurs clients, souvent des TPE, pas toujours outillé, mais le cabinet d'expertise comptable qui était en SaaS avec un portail collaboratif et qui pouvait adresser son client de manière automatisée était bien mieux outillé que celui qui ne l'était pas. Donc on a très rapidement, par exemple, mis en place des offres qui permettaient aux experts comptables qui n'étaient pas encore en SaaS de pouvoir l'être extrêmement rapidement, en une semaine, 15 jours, pour pouvoir leur permettre de pouvoir faire des conseils en PGE, des conseils en activité partielle très rapidement vis-à-vis de leurs clients, essentiellement TPE, PME. Réussir à se réinventer, c'est un petit peu Exactement. Le mot-clé. Alors, tu étais déjà en plus sur les opportunités qu'a pu apporter oui, après, on peut réfléchir plus profondément sur le moyen terme et qu'est-ce que va changer cette crise, etc. C'est effectivement ce que j'avais évoqué aussi. Ouais. Et justement, sur la partie de connexion avec les équipes, de proximité. Alors, il y a la proximité avec les clients, mais il y a aussi la proximité avec les équipes. Et quand on en avait discuté, c'était intéressant, toutes ces petites initiatives de connexion. Je me souviens d'une chaîne Pause Café dont tu m'as parlé. Alors, c'est des petites anecdotes, mais je trouve qu'ils donnent bien l'état d'esprit. Et puis dans lequel on s'est sûrement tous retrouvés d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on s'était tous dit la spontanéité du contact, d'échange était compliquée. Donc nous, on utilise Slack comme outil collaboratif. Et tout de suite, moi, j'avais fait des webcasts toutes les semaines aussi avec mes employés. Et après, on s'est dit, il faut que les gens puissent échanger sur tout et n'importe quoi, parce que ça devient tellement rationalisé sur tel deal, tel sujet, tout était millimétré entre les conférences, il faut de la spontanéité. Quand ils veulent, en fait. Quand ils veulent. Et on a créé cette chaîne, et c'est vrai que les gens partageaient des livres, du ciné, plein de choses, des trucs pour aider leurs enfants à l'école. Enfin, c'était extrêmement sympa, et moi, je pouvais y aller, rebondir, et voir un petit peu l'ambiance aussi, le mood des gens, sentir ce qui se passait, parce que quand on n'est pas sur le terrain, qu'on ne peut pas se passer dans les open space, qu'on ne peut pas voir le moral des gens, cette chaîne me permettait aussi de sentir quels étaient les sujets de préoccupation des employés en fonction des questions qu'ils posaient. Et elle a perduré, puisqu'on est toujours en télétravail, nous. Elle perdure et c'est vrai que c'est un sujet, maintenant, on travaille pour avoir... les gens se mettent en disponibilité, c'est-à-dire ils disent on a une chaîne qui tourne en permanence ouverte et qui dit je suis disponible 10 minutes et là les gens peuvent se connecter, prenons un café et comme ça les gens peuvent avec des gens qui ne voient plus ou avec qui ils ne travaillent pas parce que cet élément de surprise et de hasard c'est quelque chose qui manque beaucoup et je pense que dans l'édition de logiciels ou services il y a beaucoup de business qui se fait parce qu'on parle à des gens, parce qu'on est au courant de ce qui se passe, l'informel dans nos business surtout et cet informel manque aujourd'hui. C'est ce que vous partagez aussi ? Oui.
Bah ouais, et par exemple chez Soprasteria, on n'est pas dans une société qui a structuré sa redescente d'information. Hein. On est plus dans la formation horizontale que la formation verticale, hein, pour être tout à fait clair. Et là, du coup, c'est un problème. C'est un problème parce que l'information horizontale n'existe plus. Et du coup, on en revient à créer une information verticale, mais qui ne colle pas à la culture de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, je lisais partout, ouais, le télétravail, c'est absolument génial, etc. Bah, nous, c'était pas la panacée, quand même, le full télétravail. Et typiquement, quand on est revenu, bah, finalement, d'eux-mêmes, nos collaborateurs sont revenus assez massivement sur le site pour retrouver cette information horizontale qu'ils avaient perdue, en fait. Alors, il y a eu la phase de confinement et puis il y a la phase de déconfinement. Alors moi, la sensation que j'avais en vous posant la question, c'était que vous alliez me dire que c'était une très bonne nouvelle pour les collaborateurs et qu'ils seraient ravis, etc. Et en fait, c'est marrant, quand j'en parlais avec Grégory, toi, tu me partageais un autre... Ouais, en fait, si on regarde un peu, c'est en fait, il y a pas cette année, bon, qui va être quand même sacrément spéciale. Sacrément spéciale. En fait, il y a plein de phases. En fait, si on découpe les phases dans la phase de Covid, il y en a plein. Il y a eu cette espèce d'hypercute du confinement. On s'est tous retrouvés chez nous, même si on était habitués à faire du télétravail. C'est pas pareil d'être enfermé chez soi, les enfants, etc. Ça a été un peu un uppercut, mais finalement, de toute façon, on n'avait pas le choix, donc il fallait retrouver des cycles, etc. Il y a la phase de déconfinement qui a été quand même très compliquée à mettre en œuvre, où il y avait 10 à 15% des gens à peu près qui voulaient vraiment revenir, mais il y en avait plein qui ne voulaient pas vraiment revenir, qui n'étaient pas complètement prêts. Les entreprises aussi se posaient des questions. Il y a eu cette phase d'été où tout le monde a un peu lâché la bride en disant bon, c'est pas grave. C'est les vacances. C'est un peu les vacances, on va souffler après tout ça, mais on va revenir en septembre dans un cadre complètement sécurisé, on va revenir au taquet et puis c'est reparti. Et là, on revient en septembre dans une espèce de truc qui est peut-être encore le plus dingue en fait, de ces phases-là, où tu sais pas trop, il y en a certains qui sont effectivement en souffrance de ne pas avoir ce que j'appelle le brainstorming, la machine à café, donc c'est amusant ce moment où effectivement il y a de l'échange, de la transversalité, d'autres qui sont finalement très à l'aise dans ce cadre-là, et avec toutes les incertitudes qui viennent on top, et beaucoup d'angoisse, moi je sens quand même aussi, donc il faut rassurer ces angoisses. Je dis souvent, en fait, dans la pyramide de Maslow, le deuxième étage, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, on est quand même dans une zone d'insécurité sociale, sanitaire, d'interaction financière. Et donc, on est dans une autre phase à nouveau. Et j'aurais tendance à dire que finalement, les 4 qui viennent de se succéder en 7-8 mois ont toutes vraiment leur dimension et leur spécificité. C'est très compliqué de les comparer et de prendre ça dans un ensemble si on n'intègre pas cette particularité. Et justement, dans cette période de doute, d'insécurité dont tu parles, quelles sont quelques clés ou quelques actions que vous imaginez mettre en place et qui pourraient permettre que ça se passe le mieux possible? Est-ce que c'est encore des histoires de proximité, justement, pour réussir à... je ne sais pas si vous avez des... Peut-être parler de la proximité. C'est-à-dire que nous, chez EY, on n'a jamais fait autant de réunions, je crois. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on en ligne ou physique? Alors, au départ, en sortie de confinement, elles étaient mixtes parce que, encore une fois, vous vous souvenez que quand on sortait de confinement, quelle était la bonne taille de réunion? Au début, c'était 50, puis 30, puis 10. Et puis, on a découvert aussi un truc génial, c'est que là, on est super bien équipé. On est à la fois en fait en physique et à distance. Mais quand vous faites une conférence call en tout cas une conférence avec vos collaborateurs où la moitié est en conférence et le reste est dans la salle. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas ultra bien équipés, parce que bien sûr, grandes salles sont super. C'est partagé. La salle du conseil d'administration, la grande salle, il y a toujours une grande salle qui est super bien équipée avec une super caméra. Mais quand en fait, tout le monde a commencé à faire ce type de sujet, bah là, la techno ne marchait pas vraiment bien. Donc là aussi, on s'est pris un petit coup de stress en se disant mais ça ne marche pas. Et en fait, on a rebasculé pas mal de nos conférences, pas mal de nos réunions avec nos collaborateurs. On a rebasculé en fait en digital parce qu'en fait, c'était pas gérable. Et après, ce qu'on a remis en fait en place, c'est des plus petites réunions en plus petits groupes. Et là, on a essayé de faire en sorte que nos collaborateurs reviennent. Parce que ce que tu disais, c'est on a eu différentes phases et on avait des gens qu'on a un peu perdus de vue. On les appelait, mais ils ne voulaient pas revenir. Donc, on a, à un moment donné, sifflé la fin de la récré pour dire, bon... rassurer. Alors, on a rassuré, et puis après, bon, on est employeur, et en fait, il faut un jour revenir au bureau parce qu'on a besoin de se voir. Et donc, on a dit à nos collaborateurs qu'il fallait qu'ils reviennent de chez leurs parents, que c'était bien d'être en Normandie, mais qu'à un moment donné, il fallait qu'ils reprennent un appart à Paris. Donc, on a insisté pour qu'au moins, ils reviennent nous voir et qu'on ait des points de connexion. Donc, le 2-3 jours en télétravail, c'est bien, mais le 100% de télétravail,
dans la chaîne de management pour faire du business, pour innover, pour réfléchir. Et nous, on est très cross-service line. On parle entre tous les métiers. On a plusieurs métiers chez nous. Et le processus d'innovation, de création, d'émulation se fait, même si on a fait des e-cafés, on a tous fait ces e-apéros ou des e-cafés, voilà, on a tous fait ça. En fait, on a eu besoin de physique, donc on a eu du mal à les faire revenir. Et aujourd'hui, on a trouvé un modèle où avec 50% des collaborateurs qui sont dans nos différents bureaux et à la Défense pour le plus gros, on arrive à retrouver une forme de convivialité et on essaye de faire beaucoup d'entretiens individuels pour prendre la température avec quand même des gens qui ont vécu quand même cette période de manière très très mal. Encore une fois, on a beaucoup de jeunes parents, mais faire le confinement avec 2 enfants qui n'allaient pas à l'école, ça pose des vrais problèmes. Donc on a accompagné ça. On confirme, on confirme. Moi, les miens sont grands, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Donc voilà, le sujet en fait managérial a été a pris beaucoup de temps en fait à l'ensemble de l'équipe de management de DY. On avait nous des réunions journalières de notre comité opérationnel. Moi, je suis plutôt côté audit, mais on avait une réunion par jour pour vérifier que tout allait bien. On avait une réunion par semaine par BU, une réunion par semaine avec nos managers, une réunion par semaine par les seniors. Et quand vous mettiez toutes ces réunions cumulées pendant la période, en fait, on passait notre temps à parler à nos collaborateurs. C'était super. Mais voilà, il faut vraiment passer à une nouvelle étape et il faut revenir en fait aux vraies choses aussi. Merci. Alors justement, pour parler de nouvelles étapes, on va passer à notre sujet central, les perspectives de relance. Et ça commence par une vraie capacité de résilience de notre secteur. C'est ce qu'on a pu déjà voir avec les chiffres que nous a partagé Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous avez aussi identifié comme élément de résilience dans vos secteurs? Antoine, par exemple? Alors nous, très rapidement, chez Cégide, on devait être vers le mi-avril. Vous voyez, c'est assez rapide. On a très rapidement rebalayé toutes les cartes. On est sur 5 marchés différents, experts comptables, les directions financières avec les offres de fiscalité, la paye, RH Talent, le monde du retail, et puis les ERP généralistes. Donc on a 5 marchés avec des difficultés plus... On sait bien que sur le monde du retail, ça a été plus compliqué que dans le monde de la RH ou de la fiscalité ou de la finance. Mais très rapidement, on a redescendu effectivement tous ces marchés, toutes nos offres par rapport à ces marchés à la lumière de la crise qu'on était en train de traverser. Pour savoir, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour rendre service à nos clients et en plus saisir des opportunités pour nous. On a très rapidement aussi, pas que à court terme, mais à moyen terme aussi, qu'est-ce que ça va changer après pour savoir s'il fallait qu'on revoie toutes nos offres et puis leur valorisation par rapport à nos clients. Donc ça, on l'a fait dès le 14 avril, tout de suite, et puis au fil de l'eau, on a ajusté effectivement tout ça. Mais ça, c'était très important pour effectivement rebondir le plus rapidement possible, ajuster. On voit bien qu'on n'est pas complètement sorti, mais ajuster aussi. Je partageais complètement ce que vous avez dit. On est vraiment en position de calage. On a fait revenir tout le monde au bureau. À la sortie des vacances, on a remis un peu du mixte pour ajuster effectivement tout ça. Et à chaque fois, on réajustait effectivement toutes nos offres par rapport à la réalité de ce qu'on vivait. Et est-ce qu'il y a eu des tentatives de renégociation de certains clients sur des contrats ou des... Ça fait partie très rapidement. Là, on a mis le holà très rapidement. C'est-à-dire, dès le début, pratiquement, il y a eu des tentatives, évidemment, mais on s'en est saisi. On a d'ailleurs partagé dans nos organisations professionnelles. On a tout de suite vu ce que pouvait apporter la médiation du crédit, etc., dans cette affaire-là. Mais très rapidement, on a mis le holà. On ne se substituait pas au gouvernement, à l'État. Très rapidement, ils ont pris les choses en main avec les PGE, etc. Donc, c'est une posture assez ferme, en fait. En plus, parce que si on casse la chaîne des règlements, etc., si on ne nous paye pas, on ne paye pas nos fournisseurs, etc., etc., etc. Et ça peut très vite, on peut très vite rentrer dans un schéma très compliqué. Donc, très, très rapidement, on a été extrêmement... je dirais dur, mais extrêmement vigilant là-dessus, en disant que ce n'était pas à nous à se substituer à l'État, qui faisait déjà beaucoup de choses avec ces mesures. Donc c'est une audace qu'on peut se permettre. C'est intéressant pour tous les entrepreneurs aussi qui nous écoutent de se dire oui, on peut décider d'avoir une posture assez ferme
ces sujets. Ça dépend quand même, je vois qu'il y a Franck qui hoche un peu la tête, mais ça dépend quand même vachement de la structure de ton business. Il est évident que dans les business de services notamment, il y a eu ça a débranché. Emmanuel Macron a annoncé ça, 2 minutes après on a eu les premiers emails. Moi je dis pas qu'il y a eu des négociations, c'est qu'on a nous on est en pur consulting, ça s'est arrêté. On suspend le projet. Mais voilà, mais je vous entends, je vous entends bien. Évidemment, voilà, mais c'est toute la beauté d'un modèle en fait, avec du récurrent, avec de l'abonnement, même s'il y a beaucoup de services derrière. Et moi, je suis plus un observateur, puisque même si je fais partie d'un grand cabinet de conseil, je suis avant tout ici en tant que spécialiste du secteur de la tech. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de business model et il y a c'est un vrai révélateur de résilience. Qui est résilient, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, la crise n'a pas été vécue de la même manière selon votre secteur et même dans un secteur selon votre business model. Et évidemment, on est plus fort lorsqu'on a des contrats qui sont récurrents. Et vous avez raison. Et vous aviez la bonne position. Mais c'est vrai que selon en fait le grand champ en fait du logiciel, on peut avoir plus ou moins de force. Mais on a connu ça aussi parce que on a aussi un peu de consulting pour accompagner la mise en place de nos produits. Effectivement, quand un projet s'arrête et que 2 consultants ne peuvent plus aller délivrer, forcément là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais sur là où on peut être vigilant et on peut avoir cette posture, il faut l'avoir parce que sinon ça peut être très, très grave pour la suite. Ça marche. Karine, quand on a parlé ensemble de résilience, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu m'as dit, on est sur un sujet porteur car ça va permettre aussi à d'autres de s'en sortir. C'est vraiment l'idée qu'on est dans une chaîne, en fait, un ensemble. Il y a une connexion entre tous les acteurs et c'est ce qui fait aussi la résilience. Oui, c'est vrai que nous, on était parfois dans une position de force aussi. Bon, on a quand même essayé d'aider certains de nos clients parce que c'était très difficile pour eux. Et on a la trésorerie pour pouvoir aider. Je veux dire, ça ne se serait pas compris de part de certains clients que nous, avec la trésorerie qu'on a, certains industriels de l'hospitalité, du transport aérien et autres, demandent des reports et qu'on ne puisse pas les faire. Donc c'est vrai que sur certains business models, on a essayé d'aider. Mais c'était important pour mes employés aussi. Je pense qu'ils ont trouvé pratiquement un sens, encore plus de sens à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être déconnectés de l'utilité de vendre des logiciels, RH, de RP, etc. Parfois, on est dans son truc, on vend, on est dans une société extrêmement commerciale, agressive, on travaille au trimestre, il faut faire tel chiffre, etc. Et finalement, les gens, pendant ce confinement, ils ont vu des histoires, parce qu'on a commencé à pousser des histoires de ce qu'on faisait. Par exemple, il y avait l'hôpital du Mont Sinai à New York qui a déployé notre solution RH pendant la grosse crise de New York où il y avait tant de morts. On a fait ça aussi avec la Poste italienne qui a envoyé des milliers de colis. Donc on a commencé à expliquer ce que nos technologies permettaient de faire et la finalité qu'on n'expliquait pas forcément avant. Avant on disait on est plus fort, on est plus puissant, on est plus rapide, on est plus tout. Mais là d'un coup on a mis du sens sur toute la technologie. Et j'ai trouvé que ça avait aidé aussi les employés à avoir du positif dans cette période et à être un petit peu moins matérialistes aussi. Et je pense que maintenant, ils abordent les clients aussi dans ce sens. Comment on peut vous aider quelles sont vos priorités donc ça a humanisé aussi beaucoup ce qu'on faisait. Et je pense qu'Oracle n'est pas forcément connu pour la boîte peut-être la plus humaine qui soit, de nature. Mais ce n'est pas le cas des employés, mais je pense que la crise a vraiment humanisé ce qu'on faisait. Et ça, je pense, c'est aussi un retour d'expérience intéressant pour d'autres entrepreneurs. C'est une piste, en tout cas, le storytelling, montrer la finalité, en quoi est-ce qu'on se positionne comme un adjuvant de son client final pour créer ce lien. Parce qu'avant, c'est un peu du marketing, parce que le storytelling, ça fait pas mal d'années qu'on essaye tous d'en faire, d'amener de l'émotion à nos clients, etc. Mais là, c'était pas du fake, quoi. C'était proche des gens et de ce qu'ils vivaient. Donc, encore ce sujet de proximité, en fait. On le retrouve à tous les niveaux. On parle de résilience. Alors, donc là, je crois que clairement, on arrive à cette conclusion qu'il y a une véritable résilience du secteur. Maintenant, est-ce qu'elle a été perçue comme telle par les acteurs du financement ? Et là, je me tourne vers toi, Franck, qui connaît
particulièrement bien le sujet. En fait, plusieurs éléments intéressants. Quand on rentre, alors je vais faire comme Jean-Christophe. On a plein de data, mais on va en sortir quelques-unes. Mais moi, il y a quelques chiffres qui m'ont, en fait, en regardant l'axe SaaS, parce que c'est l'axe qui a beaucoup bougé, et c'est intéressant de regarder. Et je me suis intéressé à voir comment avaient bougé les multiples dans le SaaS aux États-Unis entre le Covid et maintenant. Donc, on parle souvent de multiples d'ARR pour la valorisation, donc de multiples de revenus récurrents annuels. Et en fait, excusez-moi, on va faire un test derrière l'écran et dans la salle de combien a progressé en fait les valorisations depuis le Covid dans le SaaS selon vous entre la période du Covid et maintenant, un chiffre en pourcentage en moyenne. France ou aux États-Unis en fait, sur les boîtes cotées. Au moins plus 30, 40. Allez, 58%. 58% de progression en fait des sociétés qui sont valorisées en mode SaaS. Vous l'avez vu. Et en fait, là aussi, en fait, les multiples ont juste explosé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une grande théorie, alors on en a débattu, moi ma lettre préférée en ce moment pour expliquer la sortie de crise, c'est pas le L, c'est pas le W, c'est pas le V, c'est le K, c'est le vrai K. Pourquoi ? Parce que cette crise a encore une fois démontré que dans chaque crise, il y a des opportunités, certains s'en sortent. Alors c'est vrai que la pente du K, en fait, ceux qui s'en sortent, c'est pas grand monde, mais finalement, quand on regarde le financement, on sort là, on a sorti tout à l'heure nos chiffres sur les introductions en bourse, on a un baromètre trimestriel. Les chiffres aux États-Unis et en Asie sont juste incroyables, aussi sur les introductions en bourse. Et les premiers secteurs sont quoi ? Sont la tech et la santé. C'est complètement logique. Donc la bourse a finalement très bien marché. Les GAFAM, pour ne pas lesquels, ont beaucoup progressé, mais là on est plus dans le logiciel. Qu'importe, on va se concentrer sur les boîtes de SaaS. Le troisième point, en France, là aussi on a un super baromètre avec une super licorne. Donc tout à l'heure on parlait de licorne, mais j'adore cette licorne. On a un baromètre du capital risque, et là aussi on l'a sorti au 30 juin. 50% des levées de fonds en France se sont faites sur des boîtes de logiciels. Évidemment, le mode SaaS est le sujet le plus qui revient en fait le plus. Et finalement, en conclusion de tout ça, oui, ça a été résilient. Les chiffres sont en progression. On a parlé tout à l'heure de très belles en fait levées. On parlait tout à l'heure de Miracle, mais Sending Blue, beaucoup de sociétés, ou EcoVadis, plein de sociétés de soft non cotées ont levé beaucoup d'argent. Et finalement, on a une forme d'ultra résilience. Et à une question qu'on m'a posée en fait là il y a quelques heures à la lecture de notre dernier rapport sur les introductions en bourse, c'était mais pourquoi finalement en France on n'est pas aussi résilient que ce qui se passe aux États-Unis ? Pourquoi ils vont beaucoup plus vite que nous ? Et là, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est hyper important, qui est la puissance en fait de la destruction innovante. Vous savez, le fameux principe de Schumpeter qui dit en fait quand on innove, on peut détruire. Et c'est vrai que Philippe Aghion a sorti un bouquin hier, donc je l'ai lu rapidement pour vous en parler. Il est là, je l'ai lu en fait. Je l'ai lu, pas Philippe, pas Philippe Aghion, mais le bouquin. Mais je le cite parce que on a en France cette volonté d'essayer d'épargner tout le monde, ce qui est bien. Il y a une forme de solidarité globale et il faut l'avoir. Pour autant, si on ne pousse pas l'innovation au maximum et si on n'accepte pas à un moment donné de perdre, on ne pourra jamais gagner. Et là où je suis convaincu, c'est que cette crise, en tout cas, oui, elle a été résiliente sur plein de secteurs, mais elle a accéléré plein de transformations. Et moi, mon souhait et ma vision, et pourquoi je suis hyper optimiste pour l'avenir, et puis tous les lauréats ici le démontrent, c'est que grâce à l'innovation, grâce à vos sociétés, parce que le logiciel est le fer de lance aussi de l'innovation en France, on est en capacité en fait d'accélérer l'automatisation, la digitalisation, et finalement là où nous on pêche en tant que Français, c'est que souvent nos entreprises ont des marges qui sont trop faibles. Mais avec de l'automatisation, même si on perd de l'emploi à très court terme, à long terme, on a une chance de s'en sortir. Donc on a plein de sujets de souveraineté de nos infrastructures, il y a plein de sujets complexes. Pour autant, je suis persuadé que grâce en fait à l'innovation, grâce à cette puissance, on va pouvoir en fait créer plein d'emplois. Donc moi je reste très optimiste et je confirme la résilience du secteur. Alors, parfait. Donc, la résilience, ça, c'est bon. Maintenant, passons à confiance. J'ai bien fait de choisir ce premier mot, alors, pour démarrer. Tout à fait. Je vous propose, pour terminer cette table ronde, de vous poser une question, justement, sur la confiance. Est-ce qu'on peut dire que vous avez confiance dans l'avenir ? Est-ce que tu as confiance dans l'avenir ?
Alors, s'il y a vraiment un secteur d'activité dans lequel j'ai une confiance totale et absolue, pour en opérer sur plusieurs... J'ai un peu peur de ce que tu vas dire, c'est... Non, mais c'est effectivement l'édition de logiciels. Enfin, il y a plusieurs... Non, mais non, mais pourquoi D'abord parce que le modèle économique par structure, abonnement mensuel, mais souvent annuel, triannuel, etc., fait qu'il y a une... Ça coche pas mal de... Il y a déjà un élément structurel qui tient de cette partie-là. Et ensuite, il faut savoir que c'est quand même la crise incroyable qu'on traverse, c'est un formidable accélérateur pour la transformation digitale des organisations, qu'elles soient petites, moyennes et grandes, des ménages, des États. Donc il faut bien mesurer que l'étendue des besoins qui vont arriver sur ce secteur-là, à travers des outils, des solutions de communication, d'optimisation, de performance, vont s'appuyer pour l'immense majorité sur des logiciels. Donc, tu as une base qui est solide structurellement, et en plus, tu vas avoir un phénomène conjoncturel qui a pu un peu se stopper sur le Newbies au moment où tout le monde a eu peur. On voit bien qu'aujourd'hui, ça redémarre un peu aussi au niveau du Newbies, et où on peut imaginer qu'une sortie de crise va forcément accélérer des grandes manœuvres sur des investissements considérables pour les entreprises. C'est pas trop ce que j'observe, moi, sur la fin 2020, parce que je pense qu'il y a eu encore pas mal d'attentisme, mais on peut penser quand même qu'il va y avoir des sujets majeurs de transformation des organisations, des PME, des ETI, à compter de 2021. Donc, quand structurellement, tu tiens déjà bien et que conjoncturellement, tu vas avoir un effet de vente arrière relativement significatif, en plus avec des fonds aujourd'hui, en plus pour souffler dans la grand voile, il y a vraiment des raisons de l'être. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Antoine ? Confiant. Moi, je suis aussi très confiant. Je rebondirai sur ce qu'a dit Grégory. On est d'accord. Ce qui est formidable dans nos métiers du numérique, justement, et ce qu'on a à défendre avec nos organisations professionnelles, c'est que, on essaie de faire en sorte que nos entreprises soient les plus performantes possibles, qu'on crée des startups, et c'est réjouissant de voir les trophées qu'on a vus avant avec toute cette innovation. Mais ce qui est réjouissant aussi, c'est que, comme le dit Grégory, on est des acteurs de la transformation numérique de toutes les entreprises françaises. Donc on a notre microcosme, notre écosystème des entreprises numériques, mais en fait, on touche toutes les entreprises françaises à tous les niveaux. C'est un rebond, très petites aux très grandes. Oui. Et ça infuse. Voilà, ça infuse. Et ça, c'est réjouissant parce qu'on est vraiment sur deux niveaux. Être performants nous-mêmes et rendre performantes les entreprises grâce à nos solutions logicielles. Top. Merci beaucoup. Et pour toi, es-tu confiant ? Évidemment, je vais dire que je suis confiant, parce que c'est vrai déjà, puis je ne voudrais pas planter la soirée non plus. Et en même temps, je suis lucide quand même. Parce que le problème de la confiance, c'est qu'on peut s'endormir. Ouais. On peut s'endormir. Il ne faut pas avoir la confiance. Il faut juste avoir confiance. Et en même temps, peut-être que je peux me tromper, mais je pense que le coronavirus, il ne va pas s'arrêter demain. J'ai entendu hier soir qu'il allait s'arrêter peut-être à l'été. Moi, je crois pas, en fait. Je pense que ça peut durer plus longtemps que ça. Et je pense que des décisions comme hier soir, de couvre-feu, même si elles n'impactent pas directement le travail, elles impactent le moral des gens, elles impactent le moral des entreprises, au moment où elles font leur budget, etc. Et nous, on est dans la chaîne de valeur, quand même. On est dans la chaîne de valeur. Donc, à un moment donné, je pense que j'ai aucun problème de confiance dans l'avenir. En même temps, j'ai ce point de vigilance de dire, attention, 2021 va pas être si simple que ça, quand même si on est sur un secteur protégé. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher quand même. C'est vrai pour le service, bien sûr, mais c'est vrai aussi pour le software. Et il y a un devoir plus fort encore d'innovation, de créativité, qui n'est pas forcément favorisé par le télétravail. Donc, quelque part, je dis oui, je suis très confiant. Et en même temps, 2021, attention, ça ne va pas être si simple que ça, quand même pour nous. Même pour nous. Voilà. Vigilance. Confiance et vigilance. Lucidité, plutôt. Lucidité. Ouais. Ça marche. Et pour toi, Karine ? Moi, je suis un naturel très optimiste, vaut mieux. Mais pas être trop déprimé en ce moment, parce que je pense que... non, mais c'est vrai que nous, on est confiants parce qu'on est... Je suis confiante parce que déjà, je ne suis pas dans une société qui a la malchance d'avoir des problèmes de trésorerie ou de cash, etc. Donc, je serais mal positionnée de ne pas avoir confiance.
parce qu'on peut aider les entreprises. J'étais ravie de voir Content Square. Bon, ils n'ont pas gagné tout à l'heure, mais parce qu'on les aide, ils ont notre ERP, par exemple. Donc, ça me fait plaisir de savoir qu'on aide ces sociétés-là aussi à innover et à gagner des prix. Et puis, parce qu'il y a des secteurs qu'on voit... Alors, la France, je suis d'accord, est quand même un peu une anomalie européenne. Hein, parce que moi, j'ai un rôle aussi au niveau de l'Europe. Donc, je vois ce qui se passe dans les autres pays, même en Italie, en Espagne, qui ont été extrêmement touchés aussi par le Covid. Il y a parfois une énergie positive et une prise de risque qui est plus importante qu'en France. C'est vrai qu'en France, la prise de risque, ce n'est pas dans notre culture. Et je pense qu'en ce moment, il y a vraiment des prises de risque à faire dans les décisions d'investir. Ce ne sera pas des projets de transformation Big Bang comme on a vu il y a 2-3 ans. On est vraiment sur des transformations par jalon. Donc il y a du business, mais ça va se faire avec des ROI très rapides. Les clients veulent voir des résultats mesurables. Donc on est vraiment dans je dirais, le pire de l'esprit français, qui est déjà un esprit de preuve absolue à chaque fois. Donc là, on est un petit peu exacerbé. Donc je pense avec notre travail, de travailler sur la valeur très profondément avec les sociétés de services aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver du business. Mais il y a des domaines sur lesquels on voit en revanche un boom. Je ne sais pas vous, mais supply chain, transport, ça c'est assez dingue. Tout ce qui est optimisation de la supply chain de transport, le e-commerce. Enfin, on voit vraiment un boom sur ces sujets, des projets avec des prises de décision extrêmement rapides. Donc c'est vrai que les sociétés vont vraiment se refocaliser sur ceux qui avance vite en ce moment pour avoir du cash assez rapidement. Ce que vous avez fait, d'étudier le marché, parce que et même les banques, c'est étonnamment, on voit les banques qui réagissent assez rapidement alors qu'elles étaient plutôt sur une tendance un peu attentiste depuis quelques années, et on les voit qui commencent à bouger sur des transformations un peu plus importantes. Donc je pense que cette crise va quand même secouer aussi des arbres qui étaient un petit peu englués dans l'histoire. Et ça me rend confiante aussi, parce que parfois en France, on a besoin de nous secouer un petit peu fort, et puis d'un coup, ça part vite. Donc j'espère qu'on va être dans cet esprit-là. Très bien, merci beaucoup Karine. Et pour terminer avec toi, Franck, optimiste ? Moi, je suis aussi de nature très, 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 très optimiste. Tu disais, c'est si on ne fait rien qu'on peut être pessimiste, tu m'as dit. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas le choix si on veut avancer. Je partage ce que tu disais sur le court terme. On est dans une activité de conseil, donc nous, on a commencé le budget le 1er juillet. Je ne veux pas dire que c'est facile. Mais en fait, la question, c'est, de temps en temps, c'est vrai qu'il faut... Notre rôle aussi, c'est d'essayer de donner de la vision et de donner de la perspective. Et on est là pour partager aussi des idées et des visions. Moi, ma vision à moyen terme est assez optimiste, que je pense que, encore une fois, comme on l'a dit, la transfo digitale va accélérer plein de choses. Et en fait, si les acteurs ici présents deviennent encore plus des leaders, ça va retomber sur toute l'économie. Et là, si je parle de la France particulièrement, ça va permettre d'accélérer en fait des secteurs qui étaient, pour certains, un petit peu endormis et qui ne voyaient pas le monde changer. Donc il y a ce sujet-là. Donc je suis très très optimiste à moyen terme, avec quand même des sujets en fait politiques. Et alors, on va pas parler d'Europe là ce soir, mais concrètement, on sera encore aussi plus fort si on est plus unis et si on interagit bien aussi sur le commerce extérieur avec tous les grands donneurs d'ordre. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais voilà, il y a de l'anticipation. Il y a de la prise de risque et de l'ambition, parce que tout n'est pas écrit, et globalement on peut encore jouer un rôle hyper important. C'est parfait. Tu as terminé par le mot ambition, qui est le 3e mot: résilience, confiance, ambition. C'est fabuleux. Merci beaucoup à tous les 5 pour cette table ronde qui, j'espère, vous a inspiré.